Ce matin, c'est difficile. Parfois c'est comme ça, on se réveille et on sent que la journée va être compliquée. Alors on commence par un café, mais c'est pas ça qui va faire changer l'affaire. Bon, voyons voir ce qu'on peut trouver ici pour se motiver. Pour faire de grandes choses, la motivation est inutile. Au secours, au secours. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il va bien falloir la trouver aujourd'hui, cette motivation. Pour aller travailler, pour faire du sport. Je me demande bien comment ils faisaient les hommes du passé. Je veux dire, ceux qui partaient à la guerre, mais de manière volontaire. Nous, encore, ça va, mais eux, je veux dire, ils devaient sortir du lit pour aller dans la boue, affronter des lances et risquer de perdre leur vie. Ça, je comprends pas. Ils avaient forcément quelque chose en plus. Une motivation qu'on a perdue. Bon. En fait, je crois que je sais. Si vous voulez, je vous emmène avec moi. Mais pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Alors il y a un nom qu'on a tous entendu un jour, sans forcément y prêter attention, c'est Marignan. 1515. C'est une date qu'on a tous apprise à l'école. C'est une date qu'on connaît par cœur, mais sans savoir vraiment pourquoi. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde cette date de manière un peu différente. Parce que à l'intérieur de ce nom, il y a quelque chose. Quelque chose de très actuel en fait. 1515 donc. François Ier a 20 ans. Il vient tout juste de monter sur le trône. Et il commence fort. Il commence fort parce qu'il veut conquérir l'Italie, qu'il considère comme son héritage. Alors, il traverse les Alpes, pas tout seul, hein, avec 30 000 hommes. Il construit des ponts, des routes, pour tenter d'atteindre Milan. Il veut absolument Milan. Pourquoi ? Pour les historiens, c'est une question de stratégie, de prestige, de domination sur l'Italie du Nord. Mais dans la tête de François, alors oui, on va l'appeler François, je crois que c'est un peu autre chose. Il est convaincu qu'il doit aller là-bas. Ça vient de ses entrailles. Et en face de lui, des Suisses. Alors, vous allez me dire pourquoi des Suisses en Italie, ça n'a aucun sens. Ils sont là parce qu'on les a payés. On les paie pour défendre Milan, justement. C'est tout. Ils ne défendent pas une patrie, pas de roi, seulement un contrat. Ce sont des mercenaires, en fait. Et c'est pas n'importe lesquels, c'est les meilleurs. Ils sont redoutés dans toute l'Europe. Et là, ils sont 20 000. Ils sont connus pour former un carré, avec des piques longues comme des mâts, et ils avancent, toujours. Et là, ils sont prêts, ils sont motivés à défendre Milan. Ils ont l'habitude de faire ça. Voilà. Prenons un peu de recul. On voit déjà qu'il y a un contraste entre ces deux armées. D'un côté, des hommes qui se battent pour de l'argent, pour un contrat, et de l'autre, une armée qui suit un roi, qui partage une bannière, un récit. Donc deux motivations différentes. Et ça va intéresser deux chercheurs dans les années 1970. Deux chercheurs qui se sont penchés sur la question de ces motivations. Ils s'appellent Edward Deci et Richard Ryan. Ils ont appelé ça la théorie de l'autodétermination. Alors ça paraît compliqué, mais en fait c'est plutôt simple. Ils disent qu'il y a deux façons d'être motivé. En gros, il y a la motivation qu'on reçoit et celle qu'on porte. La première motivation, c'est quand on fait quelque chose pour une récompense extérieure. De l'argent par exemple, ou des likes, ou une bonne note, c'est pareil. On appelle ça la motivation extrinsèque. Et puis il y a une autre forme de motivation. Quand on agit pour le plaisir de faire, pour la curiosité, ou parce que ça a du sens pour nous. Donc pas de récompense à la clé. Ni de punition d'ailleurs. Ça, on appelle ça la motivation intrinsèque. Et cette motivation-là, elle est beaucoup plus intéressante. Elle est associée à plus d'engagement, plus de créativité, de persévérance, de bien-être aussi, et à une meilleure performance dans des tâches complexes. Et si je vous parle de ça, c'est parce que à Marignan, justement, eh bien, on a ces deux motivations qui s'affrontent, qui s'entrechoquent. D'un côté, les Suisses, 20 000 hommes, payés pour se battre. Et en face, l'armée de François Ier. Et dans cette armée, eh bien, on trouve aussi des mercenaires, environ la moitié de l'armée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des chevaliers et des soldats permanents. Et eux, c'est un peu différent. C'est différent parce qu'ils ne sont pas là que pour l'argent. Ils partagent une vision, une bannière, un territoire et des valeurs. Mais surtout à leur tête, il y a un roi qui est prêt à tout pour gagner. Non pas pour l'argent, mais parce qu'il considère que c'est sa destinée. Les deux armées se rapprochent peu à peu, et le 13 septembre 1515, les Suisses attaquent, et les premiers rangs français s'effondrent. Mais les Français tiennent, et quelque chose bascule. Les Suisses, qui étaient réputés invincibles, commencent à reculer. Peut-être parce que les alliés vénitiens arrivent enfin, peut-être aussi à cause de l'artillerie. Ouais.
Ouais, mais il y a autre chose. François Ier, il avait quelque chose en plus. Il était habité. Il a utilisé une motivation purement intrinsèque. Un désir qui était ancré en lui. Et il croit absolument à ce combat. Il est jeune. Et étonnamment, il se bat lui-même en première ligne. Alors qu'il est roi, hein, je le rappelle. Il est un peu fou quand même. Ça c'était pas prévu, François. Normalement, un roi, ça reste derrière. Il donne des ordres. Mais là, il est là. Épée à la main, en plein milieu de la mêlée. Et ça restera dans la légende. Un jeune roi qui croit tellement à sa vision qu'il avance aux côtés de ses chevaliers. Et d'ailleurs, ça motive ses hommes. Tous savent qu'ils ne sont pas là pour rien. Ils ne sont pas là que pour l'argent. Ils suivent un roi qui est prêt à mourir avec eux. Et ce détail, moi, il m'a touché. Parce qu'on a tous connu ça. Ces moments où on fait uniquement pour la récompense. Pour une prime, une note, un like. Comme ces mercenaires suisses finalement. Et ces autres moments plus rares où on se lève tout seul, sans qu'on nous pousse. Parce qu'on y croit. Parce que ça a du sens pour nous. Soit parce que c'est notre projet, comme François Ier, soit parce qu'on veut soutenir un projet collectif, sans attendre aucune récompense, comme les chevaliers de François Ier. On l'a dit, hein, les Suisses ce sont les meilleurs, mais ils ne sont là que pour la récompense. Et ça peut marcher un moment, mais pas sur le long terme. Il y a un homme dans la mêlée qui est particulièrement intriguant. Il est du côté de François Ier, c'est un chevalier, et c'est pas n'importe qui. On l'appelle le chevalier Bayard. Et lui, il a une pure motivation intrinsèque. Et il se bat vraiment pour son cœur, quoi. Et à ce moment-là, en 1515, c'est déjà une légende. C'est certainement le chevalier le plus connu de Marignan. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un chevalier qui refuse parfois les récompenses. Louis XII lui offre des terres. Non, il veut pas. Peut-être parce qu'il connaissait sa propre motivation. Pas consciemment, mais il en avait l'intuition. Il savait certainement que le pire, c'est d'ajouter une récompense à quelque chose qu'on aime déjà. On appelle ça l'effet de surjustification. Quand on fait quelque chose pour le plaisir et qu'on y ajoute une récompense, eh bien on perd l'envie naturelle. On ne fait plus du sport parce que ça nous fait du bien, mais pour cocher une case. On n'étudie plus pour comprendre, mais pour une note. On ne travaille plus parce que ça a du sens, mais pour une prime. Voilà. On perd tout le sens et tout le plaisir qu'on retirait d'une action. Nous voilà de retour sur le champ de bataille. Le 14 septembre, les Suisses se replient. Ils se replient et ils laissent le terrain. François Ier entre en vainqueur dans Milan. Et l'histoire gardera la date. 1515, Marignan. Mais ce que l'histoire oublie un peu, c'est que cette bataille a prouvé quelque chose d'essentiel. La motivation qu'on porte en soi est plus forte que celle qu'on s'impose. Alors parfois c'est une motivation purement intrinsèque, comme celle de François Ier, et parfois c'est une motivation extrinsèque mais internalisée, comme celle de ces chevaliers. C'est pas leur propre désir, mais c'est devenu le leur. Ils y croyaient, vraiment. Et c'est ça en fait qui les faisait se lever, même pour risquer leur vie. Ce que nous apprend cette bataille de Marignan, c'est pas forcément de tout faire par passion, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas non plus que l'argent ne compte pas. Mais plutôt que si on vit uniquement pour des récompenses extérieures, eh bien on se fatigue, un jour ou l'autre. Et on finit par reculer, par se replier. Alors moi j'ai essayé un truc. J'ai repris un vieux projet, celui que j'avais rangé parce que ça rapportait rien, parce que ça sert à rien et qu'en plus ça intéresse personne. Je l'ai repris, juste je me suis amusé. Voilà. Et c'était mieux. Alors c'était pas plus rentable, mais c'était mieux. Voilà. Et c'est ça au fond que je voulais vous raconter. Marignan, c'est une piste, une trace, qui nous permet de nous comprendre un peu mieux. Si on continue de l'étudier encore aujourd'hui, c'est certainement qu'elle renferme une information utile, comme un mythe ou une histoire. Et je crois que l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que la motivation la plus puissante, et celle qu'on admire le plus, c'est celle qui vient de nos entrailles, pas celle qui recherche une récompense, ou qui nous fait agir par contrainte, comme une deadline ou une to-do list. Voilà, je crois, l'information ou l'indice qu'on peut tirer de cette bataille, qui a déjà quelques années. Et pourtant aujourd'hui encore, eh bien, on continue de se comporter comme des mercenaires.